Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans Ça vous regarde en direct. Voici le sommaire. Notre grand témoin ce soir est une femme engagée à gauche. Après la politique, elle a été la ministre de l'Éducation de François Hollande. Elle a choisi l'humanitaire. Directrice France de l'ONG One, elle revient dans le débat public avec un livre, La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise. Cette crise, c'est évidemment celle du Covid. Najat Vallaud-Belkacem est avec nous ce soir. On s'arrêtera aussi sur la question sensible des mineurs isolés étrangers. Le débat est relancé après l'attaque terroriste devant les anciens locaux de Charlie Hebdo vendredi dernier à Paris. L'auteur des faits n'a pas 18 mais 25 ans. Comment éviter que de faux mineurs prennent la place de vrais mineurs? Face à face à suivre sur ce plateau. Mais on commence tout de suite avec notre grand débat. Il concerne le bien-être animal. Comment en quelques années la cause des animaux est devenue une cause politique majeure. Pétition, référendum, proposition de loi, la société civile a fini par faire bouger le gouvernement. On en parle dans un instant avec nos invités. Fini donc les fauves dans les cirques et les élevages de visons pour les fourrures. Barbara Pompili a fait toute une série d'annonces ce matin sur le bien-être animal, sujet plus politique que jamais en cette rentrée parlementaire. On va en parler avec vous, Loïc Dombreval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député de La République En Marche des Alpes-Maritimes, en pointe sur ces questions du bien-être animal. Vous avez signé le référendum d'initiative partagée pour le bien-être animal. On en parlera. Bonsoir Raphaël Schellenberger. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Les Républicains du Haut-Rhin. Dans quelques minutes, la directrice du CIWF France, ONG qui fait la promotion de l'élevage durable, ça existe, nous rejoindra. Et bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Ça vous regarde. Évidemment, vous êtes ancienne ministre de l'Éducation, mais aussi du droit des femmes et de la jeunesse. Vous publiez La société des vulnérables. C'est dans la collection Coup de poing, la collection Tract de Gallimard. C'est une analyse sur les leçons féministes de la crise sanitaire. On va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais je suis sûre que vous avez des choses intéressantes à nous dire sur le bien-être animal. En tous les cas, votre regard nous intéresse. Et je salue enfin Stéphane Blaskowski, bonsoir. Salut de même. Si j'ai bien compris, c'est vous qui commencez, comme tous les soirs. C'est parti. Si j'ai bien compris ce soir, Stéphane. Vous venez de le dire, donc je n'ai pas de mérite à l'avoir compris. Si j'ai bien compris, les Français sont de plus en plus sensibles au bien-être des animaux. Alors forcément, quand vous êtes un homme ou une femme politique et que vous voulez être élu, c'est le cas sur ce plateau, c'est très important de montrer que vous êtes un ami des animaux. Donc si je peux vous donner un conseil à vous autres élus, je peux me permettre éventuellement, c'est de ne pas hésiter à poser sur les réseaux sociaux avec un petit chat ou avec un gentil chien pour cultiver votre popularité. Ça, c'est pas un peu le degré zéro de la politique posé avec son chat alors ou son attention chien, Myriam, parce que là, vous êtes en train de me traiter de débile, mais en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Gérald Darmanin. Donc attention quand même à ce que vous dites. C'est lui qui donne ce conseil. Il l'a donné en conseil des ministres à ses collègues du gouvernement. C'était marqué dans le Canard enchaîné. Je vous laisse lire l'article. Il dit, mais les gars, pour les municipales, si vous voulez cultiver votre popularité, c'est pas des mesures techniques qu'il faut faire, c'est des photos de chiens et de chats, et avec ça, vous montrez que vous avez du cœur. Alors, est-ce qu'il a été suivi son conseil? Évidemment, Darmanin, c'est le génie politique de ce gouvernement. Donc les gars font un peu ce qu'ils disent. C'est pas toujours probant, c'est ça le problème. Regarde, Bruno Le Maire, lui, il s'est dit, bonne idée, je vais faire ce qu'il a dit. Donc il a posé avec Jackie. Vous connaissez Jackie? Non, c'est son chien Jackie? Ah bah non, c'est pas son chien Jackie. Jackie, c'est qui? C'est son cochon d'Inde, regardez. Il a posté la photo de Jackie, son cochon d'Inde, sur Instagram, Bruno Le Maire. Alors, on voit pas la photo de Jackie, pourtant il est vraiment très très mignon. On la voit à l'écran. Jackie. Le voilà. Figurez-vous qu'il a fait quand même 5000 vues, alors que quand Bruno Le Maire a annoncé la fin du confinement, 2000 vues. Donc son cochon d'Inde est plus populaire que son ministre. Vous voyez, c'est quand même pas négligeable, mais le vrai pro là-dedans, c'est bien sûr Darmanin, qui non seulement poste régulièrement des photos de son chat, mais il s'est même engagé plus pour la cause des animaux, par exemple en défendant la SPA. On l'écoute. Avec Cocotte, on vous invite ce dimanche, salle Barat, au Noël des animaux, pour la SPA. Il faut venir adopter les animaux, hein, Cocotte, c'est vrai? Hein? Elle est géniale, cette archive. Vous de rire. Moi, je l'avais déjà vu, mais je m'en lasse pas. Mais non, ne poussez pas, parce que Darmanin, c'est un élu de terrain. C'est quelqu'un qui est proche de ce que ce que réclament les électeurs. Donc ça veut dire qu'il a devancé un peu des attentes. Oui, au municipal, il avait carrément une ligne pro-animaux. Il a promis des crédits pour rénover la SPA. Il a promis de créer un cimetière pour les animaux dans sa commune à Tourcoing. Mais c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'il caresse les animaux dans le sens des poils. En 2018, par exemple, il avait déjà interdit à Tourcoing les cirques avec des animaux sauvages. Donc 2 ans avant les annonces
de Barbara Pompili. Voilà, 2 ans d'avance sur Barbara Pompili. Comme quoi, il est malin, ce Darmanin, vous trouvez pas? Il a du flair. Ben oui, parce que le gouvernement, quand on demande aux Français qu'est-ce qu'ils pensent de l'action de Macron, 78% des Français disent Macron n'en fait pas assez pour protéger les animaux. Donc Barbara Pompili a proposé des mesures pour les animaux sauvages aujourd'hui. Alors, quelles sont ces mesures? 3 principales mesures. Premièrement, interdiction progressive donc, des animaux sauvages dans les cirques. Vous voyez, les tigres, tout ça, ça sera pas plus possible bientôt. Interdiction aussi des delphinariums avec les orques et les dauphins. Et puis interdiction des élevages de visons. Mais tout ça sur plusieurs années. Mais vous noterez que ces 3 mesures qui sont dans ce référendum d'initiative partagée proposé par Hugo Clément et Xavier Niel. Mais dans ce référendum, il y a beaucoup d'autres choses. Notamment, il y a l'interdiction de la chasse. Chasse à courre, c'est ça? C'est là que ça coince. Parce que forcément, défendre les animaux en s'en prenant aux éleveurs de visons, ça c'est encore assez facile. Il n'y a pas tant d'éleveurs de visons en France. En revanche, interdire la chasse à courre, c'est fâcher les chasseurs. Alors, est-ce que le président Macron va se fâcher avec ses grands amis les chasseurs? Ça paraît pas évident. Mais comme il y a 80% des Français qui sont contre la chasse à courre, on ne voit pas comment Macron pourrait éternellement défendre les chasseurs. Tiens, sur la chasse à courre, Loïc Dombreval, pour rebondir tout de suite sur le billet de Stéphane. Merci à vous, Stéphane. Oui. Vous croyez qu'un jour, votre président, notre président, Emmanuel Macron, ami des chasseurs, irait jusque-là? Mettre fin à cette tradition? J'en rêve. Je suis moi-même opposé à ces chasses dites traditionnelles. Et quand on dit ça, on est forcément attaqué tout de suite en disant qu'on est contre la chasse. Personnellement, je ne suis pas contre la chasse. Je n'ai jamais chassé, je ne chasserai jamais. Je suis contre les chasses qui sont des chasses cruelles. La chasse à courre est une chasse cruelle. La chasse à la glu, à la tendelle, à la matole, la vénerie souterraine, toutes ces chasses sont cruelles et je suis pour les abolir, effectivement. Raphaël Schellenberger, et d'abord je vous salue, merci d'être là, je le disais. Léopoldine Charbonneau, vous êtes directrice du CIWF France, c'est une ONG qui fait la promotion de l'élevage durable. Tout à fait. Vous allez nous dire ce que vous pensez des annonces de Barbara Pompili dans un instant, mais je termine le tour de table. Il faut aller plus loin que ces annonces? C'est déjà trop loin? Non, je crois que sur ce sujet-là, c'est un sujet qui est passionnant pour les Français, dans lequel on est tout de suite dans l'émotion parce qu'on se laisse tous attendrir par un animal et c'est bien normal. Pour autant, je crois qu'il faut savoir prendre des mesures progressives, avec raison, parfois avec distance là, aussi. Là, c'est le cas, c'est progressif. Hein. On arrête les tigres et les lions au cirque de façon progressive. Le temps, de façon générale, comme quand on légifère, ne pas légiférer dans l'émotion et légiférer en ayant bien conscience de ce que ça peut. Elle a eu tort de faire ces annonces-là? Non, je crois que là, j'ai pas dit ça. Je vous pose la question. J'ai absolument pas dit ça. Je pense qu'on est sur un sujet qui nécessite que le politique se saisisse de la question, parce que on a bien vu quand le politique se détache de trop des préoccupations de ses concitoyens, on le voit, les phénomènes d'abstention, etc. Aujourd'hui, la société nous dit « occupez-vous de cette question de la condition animale ». Eh bien, je crois qu'il faut qu'on s'en saisisse. Je ne suis pas sûr, pour ma part, par exemple, que le référendum d'initiative populaire soit partagé, soit l'outil le plus en adéquation pour cette question-là, qui est une question complexe, et on ne peut pas trancher une question aussi complexe que la condition animale par une simple réponse oui ou non. Mais par contre, le signal de nous, élus en responsabilité, devoir nous occuper de ce sujet, il est fort et on doit s'en saisir. Najat Vallaud-Belkacem, ce n'est pas vos dossiers de prédilection, certes, mais c'est vrai qu'on se dit, voilà des sujets, sans la société civile, sans les associations, sans les ONG, le politique ne serait pas au rendez-vous. On a vraiment l'impression que le gouvernement, que les autorités publiques, les pouvoirs publics courent après une demande sociale très très forte. Comment vous comprenez cela? Comment vous analysez cette demande-là, le bien-être animal? D'abord, vous dites que ce n'est pas forcément votre sujet de prédilection. En réalité, c'est absolument ce dont on parle dans la Société des vulnérables qu'on vient donc de publier avec Sandra Logier, parce que cette vulnérabilité, cette anthropologie de la vulnérabilité qu'on a tenté de faire dans ces quelques pages, elle concerne aussi bien l'être humain, nous toutes, nous tous, c'est-à-dire notre dépendance les uns aux autres, que l'environnement qui nous entoure. Le care, la société du care, l'éthique du care qu'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire faire attention à prendre soin d'eux, pour nous, ça porte aussi bien sur l'être humain que sur notre environnement, sur la nature, sur l'animal. Et donc, bien sûr que cette réflexion-là conduit évidemment à faire très attention au bien-être animal. Vous voyez un mouvement à l'œuvre, presque inéluctable. Et je crois qu'il y a ce mouvement dans la société. Absolument. De l'ensemble des êtres vivants. Je pense qu'il y a ce mouvement dans la société qui est celui finalement de la génération climat, qui défile les vendredis, enfin quand on pouvait encore le faire,
pour protester contre l'inaction devant le changement climatique et qui s'émeut tout autant, et à juste raison, du sort infligé aux animaux. Mais je voudrais juste dire un mot là-dessus parce que je trouve que quand même cette réflexion est intéressante. En même temps, il me semble parfois qu'on est dans une société où, fort heureusement, on s'intéresse de plus en plus aux conditions de fin de vie, par exemple, des animaux, mais on a de plus en plus de mal aussi à parler des conditions de fin de vie des êtres humains, comme si un tabou énorme pesait sur les humains. Alors, je ne dis pas ça pour les opposer les uns aux autres, mais je dis juste qu'il y a ce deuxième tabou qu'il faudrait quand même lever dans notre société, et on l'a vu pendant le confinement et la crise de la Covid-19, quand on a eu quand même en EHPAD en particulier des fins de vie terribles qui ont été peu accompagnées, où là, pour le coup, on a eu une négligence, y compris des pouvoirs publics. Ça devrait aussi nous poser question. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Léopoldine Charbonneau, que pensez-vous de ces annonces aujourd'hui ? Oui, je crois qu'il faut les saluer, effectivement, sur ces sujets-là où les ONG ont tenté de faire bouger les choses depuis longtemps et que ça ne bougeait pas. Il y a eu des tentatives dans le passé qui n'ont pas abouti. Donc on n'est pas seulement dans le symbole, c'est pas cosmétique, hein, simplement ces histoires de fauves au cirque, les dauphins, delphinarium, c'est très important. C'est très important, c'est montrer la place que la cause animale a en France, c'est faire écho à ça, c'est important pour ces animaux-là et pour montrer que la cause animale est un sujet qui est enfin entendu par les politiques. Et on voit que c'est souvent, c'est intéressant de ce que vous disiez, mais que les politiques, ils doivent se saisir beaucoup plus du sujet de la cause animale, et particulièrement les sujets sur lesquels CIWF travaille, sur les sujets d'élevage. Très clairement, il y a beaucoup de travail à faire. Loïc Dobreval, il y a aussi une dimension très politique à ces annonces aujourd'hui. Il y a une proposition de loi du groupe EDS, Écologie, Démocratie, Solidarité, avec d'anciens marcheurs qui ont quitté la majorité à laquelle vous appartenez. Il y a cette volonté aussi de ne pas céder un pouce de terrain à des causes qui pourraient être portées par l'opposition. Les sujets qui ont été évoqués ce matin par Barbara Pompili sont des sujets qui sont traités par le gouvernement depuis longtemps. Depuis au moins 1 an et demi, puisque François de Rugy, en avril 2019, avait lancé un groupe de travail sur ces sujets. J'étais d'ailleurs le parlementaire qui était en charge de ces questions auprès de François de Rugy, et des conclusions auraient dû être rendues en juillet 2019. Cirque, zoo, vison et le dernier sujet qui concerne celui qu'on a évoqué tout à l'heure. Les dauphins. Les dauphins, les delphinariums. Il y a eu un changement de ministre, des arbitrages avaient été préparés. Ils ont été rendus récemment par Matignon, donc c'est un sujet dont on se préoccupe depuis longtemps. Probablement que l'apparition dans cette PPL par EDS proposition de loi, là, on est entre initiés, mais a accéléré les tout choses. le monde ne sait pas. A accéléré les choses, mais ce que je voudrais dire, c'est que oui, EDS a dans la même journée 7 propositions de loi, des propositions de loi absolument essentielles, qui concernent le vote à 16 ans, qui concerne l'ouverture des droits à l'avortement, qui concerne le parrainage pour des réfugiés, dont une PPL qui concerne le bien-être animal. Je pense, sincèrement, que ma conviction, c'est de dire qu'on ne peut pas traiter ce sujet comme ça, avec 4 articles qui réclameraient des débats extrêmement longs, et lancer ça comme ça. Donc la cohérence serait du côté de ce gouvernement et de la majorité. Et pourtant, je vais tout de suite vous montrer un sujet. Vous qui avez signé ce fameux référendum d'initiative partagée, je rappelle qu'il faut 20% des parlementaires pour pouvoir le déclencher, soit 185 députés et sénateurs. Eh bien, au sein de votre propre camp, vous êtes en minorité. Les divisions qui traversent En Marche sur la cause animale, c'est signé Clément Permot. Le député Loïc Dombreval s'est donné une mission, convaincre ses collègues parlementaires de signer le référendum d'initiative partagée pour les animaux. Pour cela, première méthode, un classique, le mail collectif. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrices, pour celles et ceux d'entre nous sensibles à la condition animale, il est réjouissant de voir combien le sujet prend de l'ampleur au sein des sphères médiatiques et politiques. C'est le sens de l'histoire. Et pour toutes ces raisons, je vous invite à signer sereinement le référendum pour les animaux. Le texte a besoin de 185 signatures de députés ou sénateurs. Malgré les efforts du député, le compteur reste bloqué depuis plusieurs semaines, autour de 140. Alors pour maintenir la pression, il prend régulièrement son téléphone. Il appelle ici son collègue Laurent Garcia, signataire du texte. Il est malmené par les chasseurs de sa circonscription en Meurthe-et-Moselle. Oui Laurent, bonjour, c'est Loïc Dombreval. Tu vas bien ?
Ils ont écrit non au RIP sur la vitrine de ta permanence, d'accord. Mais ils ont rien cassé, ouais, c'est quand même. Du goudron de Norvège et des plumes de canard sur ta permanence, d'accord. Ok. Tu résistes bien et ta signature reste sur le référendum. Ouais. Sur les routes de Picardie, ces deux députés marcheurs vont à contresens de Loïc Dombreval. S'ils s'intéressent eux aussi au référendum pour les animaux, c'est pour lui faire la peau. Alain Péréa et Xavier Battu sont respectivement président et vice-président du groupe d'études parlementaires Chasse et Territoire. Ce jour-là, ils ont rendez-vous. Messieurs, bonjour. Monsieur le Président. Avec les chasseurs de la baie de Somme. Salut. Cette loi qui est déposée, cette proposition de loi qui est déposée, n'est pas là pour régler le vrai problème de la condition animale. Il est là pour faire du buzz, pour reprendre la main sur les Hugo Clément et compagnie. Donc c'est de la politique politicienne, à mon sens, de bas étage, qui ne fait pas avancer le dossier. Pour faire échouer le référendum, il faut se montrer stratégique. Alors les députés n'hésitent pas à donner aux chasseurs quelques conseils en communication. Il y a une grande partie, je crois, de la population qui se pose un certain nombre de questions. Et donc, c'est à nous, collectivement, de leur répondre. Si on y va trop en les agressant, je le disais tout à l'heure, et c'est ce que vient de dire Xavier, on va perdre le match. Il faut montrer que la chasse, c'est quelque chose de moderne, ce n'est pas quelque chose d'has-been. Et je suis intimement convaincu que, y compris chez les urbains, on peut faire passer des messages et on peut gagner des matchs. Match il y a effectivement sur ce sujet entre les 272 députés de La République En Marche. Pour l'heure, 60 d'entre eux ont signé le référendum pour les animaux. Vous êtes à l'aise dans ce groupe majoritaire sur ces sujets-là parce qu'on a l'impression que voilà, vous êtes un peu seul. Oui, mais je suis peut-être effectivement un petit peu seul, mais il n'empêche que moi je vois encore une fois ce matin des mesures qui sont prises par Barbara Pompili, des mesures qui vont être prises par Julien de Normandie prochainement, des mesures qui ont été prises par Frédéric Vidal sur l'animal d'expérimentation. Et en fait, je suis apparemment pas seul, puisque le gouvernement, jour après jour, semaine après semaine, prend des dispositions pour faciliter. Julien de Normandie, c'est le ministre de l'Agriculture. Et là, on va rentrer dans le dur, et c'est peut-être pour ça, sur ces questions d'élevage, et notamment élevage en batterie, élevage intensif, que ça coince. Alors peut-être vous allez nous dire sur quoi il est prêt à bouger. Je vais vous montrer une vidéo, parce que c'est avec les vidéos, notamment celle de L214, que la société bouge. On aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Ici, ce sont des canards, élevage de canards pour la production de foie gras. Vous voyez, en fait, ce sont des cages petites avec beaucoup de saleté, couverts de défections. Je vous laisse regarder 15 cm d'excréments, de cadavres, sans compter la présence d'insectes, de rats, etc. Ce genre de vidéo, à chaque fois, ça crée beaucoup d'émotions dans l'opinion, mais à chaque fois, les agriculteurs vous disent on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que vous répondez, Léopoldine Charbonneau? L'élevage intensif, qu'est-ce qu'on fait si on doit le remplacer sans mettre en péril l'agriculture? Alors, moi, je crois qu'il faut accompagner le changement. Actuellement, en France, on a plus de 80% des animaux qui sont en élevage intensif. Donc, d'un côté, on a des pratiques très vertueuses. 80% des animaux, voilà. C'est énorme, oui. Voilà. C'est principalement des cochons, des lapins, des volailles qui sont en élevage intensif. Donc, et l'intensif, pour bien qu'on comprenne, voilà. Cage. Donc contention maximale et maintenue en cage. Donc c'est pour les truies, les cochons, les truies, les lapins, les cailles, les poules pondeuses. Donc c'est vraiment la contention maximale. Après vous avez aussi en bâtiment, souvent sans lumière extérieure, où par exemple vous avez la plupart des poulets en France. Il y a des alternatives? Il y a évidemment des alternatives, il faut les encourager, elles existent ces alternatives. En revanche, effectivement, il faut pouvoir encourager la sortie, et ce qu'on voit dans le gouvernement actuel, qui avait donné quelques espoirs avec les États généraux de l'alimentation, où on voyait le président Macron, à mi-chemin des États généraux, dire voilà, c'est pas normal qu'il y ait que 0,5% d'élevage bio en France pour le porc, c'est pas normal qu'il y ait encore des œufs de poule en cage. Il faut vraiment faire évoluer, et il faut accompagner, il faut rémunérer les pratiques vertueuses et ne plus subventionner les pratiques intensive. La droite, elle est prête à accompagner ce mouvement?
Il y a de l'agribashing aujourd'hui dans le pays. Hein. Il y a ces vidéos qui font qu'aujourd'hui, il y a des Français qui ne veulent même plus manger de viande. Donc, qu'est-ce que vous vous dites à droite pour accompagner cette question-là? Moi, je dis qu'un débat comme celui-là, ça ne doit pas être un débat dans lequel on cherche à opposer les uns aux autres. Je suis complètement d'accord pour dire que des images comme celle-là, elles sont intolérables. Et que ça, c'est de la responsabilité pénale de l'exploitant. Il y en a plein des vidéos comme ça. Mais quand il y a des vaches, il y a des porcs. Quand on montre une vidéo comme ça derrière, et ensuite qu'on débat de l'élevage intensif, on porte aussi à imaginer que l'élevage intensif, c'est forcément ça. Ça n'est pas ça non plus. Je crois aussi qu'il faut savoir dire que la large majorité des agriculteurs, des éleveurs, ce sont des gens qui sont respectueux des animaux qu'ils élèvent. Ensuite, qu'on puisse considérer qu'il faille améliorer, avancer, respecter davantage la condition animale, oui. Mais il faut le faire dans des termes responsables, raisonnables, en respectant celles et ceux qui le font sur le terrain, parce que sans eux, on n'y arrivera pas. Et si on braque, c'est ce qu'on est... le débat sur la chasse, il est de ce point de vue-là intéressant. C'est-à-dire que qu'on ait un débat apaisé sur des questions de chasse traditionnelle, c'est pas moi qui monterai au créneau pour m'y opposer. Et je sais que dans ma famille politique, on peut ne pas tous être d'accord là-dessus. Mais quand ça emporte un débat sur la chasse en général, moi qui ai été maire d'une commune, je veux dire que les premiers qui venaient demander à ce que les plans de tir soient augmentés, à ce qu'on sorte plus de gibier, c'était les protecteurs de l'environnement, c'était l'ONF, c'était les personnes qui attentivent à la biodiversité. Oui, accompagner une transition, faire ça de façon concertée avec tous les agriculteurs, mais est-ce qu'on peut concrètement nourrir la population française sans l'élevage intensif? C'est possible ou pas? Oui, fait Léopoldine de la tête. Allez-y. Bien évidemment. Le modèle de l'élevage intensif, c'est un modèle où on fait pousser des végétaux pour nourrir des animaux et on en ressort moins de calories. Donc, de fait, c'est un modèle qu'on a mis en avant puisque à une époque, on se disait c'est la seule façon de sortir une grande quantité de nourriture au sortir de la Deuxième Guerre mondiale quand on avait eu faim. Maintenant, qui repose sur des économies d'échelle et sur le fait de la productivité extrême sans respect du bien-être animal. On peut bien évidemment faire autrement. On peut avoir plus de qualité. L'élevage extensif est lié avec de la meilleure qualité des produits issus de l'élevage, bien évidemment. On peut réduire nos consommations. Et est-ce qu'on peut faire ça au même coût? C'est un peu la question aussi, parce que ça coûte plus cher, j'imagine, cette transition, le Guidon Proval. Et on peut tout à fait imaginer le fait qu'à partir du moment où on n'a plus besoin de bâtiments, où on en a besoin de moins de bâtiments, qu'on a des valeurs du kilo de viande vendue qui sont supérieures parce que de meilleure qualité, où on a un respect des marges des éleveurs, on peut tout à fait supposer qu'effectivement, il peut y avoir une amélioration du revenu de l'éleveur et en même temps une diminution de l'intensité de l'élevage. Moi, je mange de la viande, je ne suis pas antispéciste. Oui, parce qu'on peut être pour le bien-être animal, arrêter l'élevage en batterie, en cage, et ne pas être vegan. Mais bien sûr, il y a même des élevages de cochons que moi je visite en Bretagne qui font de grands pas en avant pour donner l'accès à l'extérieur aux animaux, pour leur donner accès à la lumière, pour toute une série d'attentions qui sont portées. Parce que vous il y a aussi du jusqu'au-boutisme chez ces militants-là. Mais bien sûr, mais je m'oppose à ce jusqu'au-boutisme. Et j'ai toujours dénoncé les attitudes radicales. C'est la difficulté dans ce débat, mais comme dans n'importe quel débat en réalité. Sauf qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce débat et on a peut-être tendance à écouter davantage des gens qui sont de vrais extrémistes, d'un côté comme de l'autre, sur des côté comme de l'autre, tout à fait. Pour autant, quand on a ce débat-là, il faut aussi qu'on ait un débat plus général de l'acceptabilité, des conséquences de cela. Moi, je suis d'accord, améliorons la qualité, et vous le dites, améliorer la qualité, ça veut dire augmenter le prix. Augmenter le prix, augmenter aussi forcément le coût de nos exportations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des mesures, mais je dis qu'il faut avoir pleine conscience y compris en matière d'accès à ces biens, à ces Léopoldine Charbonneau, puis le mot de la fin, Najat Vallaud-Belkacem. On peut... le gouvernement, s'il a la volonté politique de le faire, il peut faciliter cette transition. Il y a la PAC, il y a le plan de relance. La France, si elle voulait, elle pourrait soutenir la transition. Vous faites partie d'une ONG. Vous y croyez à ce gouvernement? Vous lui faites confiance? Il reste un peu moins de 2 ans. De fait, sur 1 à 10, vous le notez à combien? Je ne sais pas si je donnerai une note, mais en tout cas, il y a eu des annonces. Il y a eu des annonces qui ont été faites, qui donnaient espoir. Et en pratique, sur les animaux d'élevage, il n'y a quasi rien. Il y a des mesures pansements, il y a des améliorations à la marge, mais il n'y a aucune volonté de changer le système vers un élevage plus durable, qui sera à même de nourrir
une population sur le long terme. Et je pense qu'il faut l'ennemi de l'élevage, c'est l'élevage intensif. Le concurrent principal de l'élevage intensif, c'est l'élevage intensif. Il ne faut pas se tromper de coupable quelque part. On est en pleine mutation, voilà, comme dans beaucoup d'autres sujets, et on va parler de votre livre, Najat Vallaud-Belkacem, dans un instant. Vous croyez qu'elle peut se faire sans heurts, sans accidenter sur le bord de la route, et je pense évidemment à l'agriculture, cette révolution? D'abord, si je peux me permettre, je vous félicite parce que c'est rare d'entendre un débat apaisé sur le sujet et c'était extrêmement agréable, donc je me suis permise d'écouter. Moi, mon avis sur le sujet, c'est que, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Léopoldine naturellement, c'est-à-dire que, en fait, je pense que souvent sur ces questions de développement durable, on en vient malheureusement à pointer du doigt la responsabilité individuelle. Alors, non pas que le consommateur, le citoyen que nous sommes, ne puisse rien faire pour rendre notre développement plus durable. Bien sûr, éteindre la lumière, enfin... Oui, il y a des choses qui sont de notre ressort, recycler, etc., et que nous devons faire, et il faut nous apprendre à le faire, bien sûr. Mais par contre, quand il s'agit d'arrêter de rouler au diesel, alors qu'en fait, on est dans une situation où on n'a pas le choix parce qu'on doit bien prendre sa voiture pour aller travailler, quand il s'agit, en effet, pour des éleveurs, d'arrêter de procéder ainsi, alors que tout le modèle économique autour d'eux les pousse à cela, moi, ma conclusion, c'est qu'il revient au pouvoir public d'agir et que c'est pas de la responsabilité individuelle. Et donc, c'est au pouvoir public, en effet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de moins subventionner tel type de pratique puisqu'elle est problématique. Et je suis bien d'accord que l'élevage intensif est problématique. Donc, il faut passer à une autre PAC, par exemple. Mais ça, à un moment donné, disons-nous franchement qu'il y a ce qui relève du citoyen et ce qui relève des pouvoirs publics. Le partage des rôles. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCP débattre de ces sujets. Vous restez avec nous, Najat Vallaud-Belkacem, parce qu'à vous lire, on se pose la question, avez-vous véritablement quitté l'arène politique? On parle de cette société des vulnérables dans un instant. La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise, c'est dans cette petite collection qui est apparue, collection qui n'est pas éphémère, qui continue, mais qui est apparue pendant la crise du Covid. Vous signez ce tract avec la philosophe Sandra Laugier. C'est une analyse donc quelque part assez glaçante du partage des rôles, du partage des tâches, j'ai envie de dire, entre les hommes et les femmes pendant cette crise. Aux hommes, les choix stratégiques, l'expertise, la guerre contre le virus, et aux femmes, le soin, le lien, l'hôpital, la maison, les EHPAD, les supermarchés. On va les entendre, ces femmes, parce qu'on les a beaucoup suivies dans différents reportages pendant cette crise sanitaire. Je vous donne la parole juste après. C'est un sujet de Marion Becker. Elles sont infirmières, aides à domicile, caissières. Elles ont continué de travailler pendant le confinement, en première ligne face au coronavirus. La France a redécouvert ces travailleuses de l'ombre, des femmes mal payées, souvent peu considérées, mais essentielles pour la vie quotidienne. Oui, elles sont courageuses. Parce que sinon, comment on ferait de l'autre côté aussi pour se nourrir, ça serait plus compliqué. Bonjour. Ça va? Voilà. Quand on voit des gens qui prennent des risques, qui travaillent, voilà, on essaye d'être avec eux, de les assister, de les aider. Le boulot d'une caissière, c'est... Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ils veulent juste faire des courses, qu'ils passent à la caisse, que ça soit fait vite et tout ça. Et ils n'ont jamais vraiment valorisé une caissière en temps normal. 90% des personnels de caisse sont des femmes. 90% des infirmiers et des aides-soignantes sont des femmes. La proportion est encore plus importante dans les métiers du soin et de l'aide à domicile. Elles ont fait tenir la société face au fléau du coronavirus. Et au sein des foyers, ce sont encore elles qui assurent l'essentiel de la charge familiale. Elles cumulent télétravail, devoirs, et elles ont parfois dû renoncer à leurs activités professionnelles. Yolande Zawi est sur tous les fronts. Je fais bien le H, Moussa. Je peux aider Moussa, mais les adultes, je ne peux pas les aider parce qu'ils sont au collège. Je ne suis pas arrivée au collège. Donc c'était dur pour moi. Difficile. Comment les corriger? Comment voir s'ils ont fait les devoirs, s'ils arrivent? Comme les cours d'anglais, je ne peux pas. L'épidémie a bien plus impacté les femmes. C'est l'INED qui le dit. L'Institut national d'études démographiques estime que le confinement et la crise auraient accentué les inégalités entre les femmes et les hommes.
Voilà, c'est tout le paradoxe que vous montrez très bien dans ce livre. Les femmes ont tenu la société, tiennent la société, et plus encore pendant cette crise. Et en même temps, leur place, leurs droits, tout a régressé pendant cette crise. Comment vous expliquez, au fond, ce paradoxe-là? Cette prise de conscience qu'elles sont utiles, indispensables, et en même temps, elles ont tous les progrès, on a le sentiment qu'ils ont diminué. Parce que la situation reste inchangée sur un point, c'est qui dit les choses, qui fait le récit, qui dit les priorités politiques. Et en fait, ça n'a pas bougé d'un iota, c'est-à-dire que ça continue à être essentiellement des hommes qui disent les choses. Et c'est pour ça qu'on fait le lien avec Sandra Laugier, qui est philosophe et avec laquelle on a décidé d'écrire ce texte un peu fiévreux, c'est vrai, qu'on fait le lien entre la quasi-absence des femmes sur les médias, dans le leadership de la crise, etc., et finalement, cette absence dans le type de décision qui est prise et le type de gestion de la crise, qui est un type de gestion très guerroyant, très guerrier. D'ailleurs, on parle de guerre, là où il aurait fallu parler de toute autre chose. Face à une crise comme celle-là, une pandémie, on n'avait pas d'ennemis de l'extérieur, il aurait fallu responsabiliser les citoyens, il aurait fallu parler d'attention aux autres, de soins, de Il y a des images d'ailleurs qui sont très fortes, hein, au-delà des reportages qu'on a vus, ce sont ces images du Conseil de défense. On va en voir une, ces conseils de défense sanitaires qui se sont tenus pendant toute la crise. Regardez, très peu de femmes, principalement des hommes, on les a comptés, 4 femmes pour 13 hommes. Et ce sont ces hommes qui, tous les jours, ont pris des décisions fondamentales sur notre vie quotidienne. Bien sûr, donc en fait, la voix des femmes ne s'est pas fait entendre. Et si vous voulez, nous, on entre dans cette réflexion par la situation spécifique des femmes qui nous saute aux yeux. Bon, évidemment, on est féministe, évidemment, on est sensible à ces questions-là. Mais enfin, même pour des gens pas sensibles à ces questions-là, qui a pu ne pas constater que les femmes dont vous rappeliez qu'elles étaient 90% dans bien de ces métiers qui étaient les premiers de corvée, en fait, on les a quasiment plus entendues par la suite. Et y compris dans la recherche, le nombre de soumissions d'articles de recherche a, du côté des femmes, drastiquement baissé. Oui, dans le conseil scientifique aussi, dans le conseil peu scientifique, de femmes. dans l'expertise qu'on entendait sur les plateaux télé, etc. Donc, évidemment, tout le monde a vu ça. Nous, on y a été particulièrement sensibles. On est entré par cette entrée-là des femmes. Mais en fait, derrière, ce qu'on dit, c'est que c'est un problème démocratique parce qu'il y a les femmes, puis il y a aussi tous les invisibles qu'on n'entend pas, qui sont en permanence à la périphérie de nos décisions politiques et qui n'ont pas plus été associés là. Alors, on évoque par exemple la situation des quartiers populaires, beaucoup montrés du doigt, beaucoup stigmatisés. Accélérateur d'inégalité, cette crise sanitaire. Absolument. Alors que là-bas aussi, on a vu se déployer au contraire une forme d'éthique du care dans le sens du soin, de l'attention, dans le sens où les habitants de ces quartiers populaires ont énormément fait pour rendre service les uns aux autres, pour ouvrir des bureaux d'aide alimentaire parce qu'il y avait des files devant l'aide alimentaire qui ne cessaient de s'accroître, etc., etc. Et vous montrez aussi dans le livre que, certes, ces femmes, si on reste sur les femmes, sont invisibles, ont été très vulnérables aussi. Vous parlez de la montée des violences conjugales, la difficulté pour les familles monoparentales, les femmes seules, entre le télétravail, les devoirs, etc. Et en même temps, elles n'ont pas été associées à la réflexion sur le fameux monde d'après. Absolument. On les a applaudis, mais on les a aussi oubliés. Absolument. En fait, ce qui est terrible, c'est que si encore on se disait c'est juste qu'elles ont été invisibles pendant la gestion de cette crise. Mais non, quand on creuse très rapidement, on se rend compte que non seulement elles ont été invisibles, mais en plus leur situation s'est considérablement dégradée. Et ça, c'est à l'échelle nationale. Vous évoquez par exemple l'étude de l'INED qui montre que, y compris des femmes qu'on pourrait penser protégées parce qu'elles pouvaient se mettre en télétravail, elles n'étaient pas dans les métiers les plus exposés à l'extérieur, etc., les femmes en télétravail ont subi cette crise parce que la charge domestique, parentale, etc., est revenue essentiellement sur leurs épaules à elles. En termes de destruction d'emploi aussi. En termes de perte d'emploi, en effet. Et alors, si on regarde à l'échelle du monde, je me suis un peu forcée à faire ce travail-là parce que, en fait, vous vous rendez compte que partout dans le monde, les femmes ont connu une régression de leurs droits, en effet, et dans les pays les plus éloignés, malheureusement, de l'équilibre et de l'égalité femmes-hommes, ça a été une multiplication des violences. Vous évoquiez les violences conjugales, qu'on a vu d'ailleurs partout. On estime à peu près 30 millions de cas de violences conjugales supplémentaires, les 6 mois de confinement qui se sont déroulés. Donc, bon, les violences conjugales, mais aussi les violences culturelles dans un certain nombre
nombre de pays, les mariages forcés, les grossesses précoces. Et c'est ce qui vous fait nous rappeler cette phrase de Simone de Beauvoir qui est assez glaçante. « Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse, écrivait-elle, pour que les droits des femmes soient remis en question. » Cette régression-là, elle est durable à votre avis ? En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'elle risque de se produire à chaque crise. On va en connaître d'autres des crises. Je ne veux pas vous paraître pessimiste, mais la crise écologique dont on parlait tout à l'heure, c'est évidemment une crise qui affecte d'ailleurs, elle aussi, déjà les femmes, et d'abord les femmes. Et pourtant, ce sont les femmes qu'on entend le moins sur ce sujet. Ce sont pourtant ces femmes qui sont... qui apportent des réponses à la crise écologique, mais dont on entend rarement parler. On préfère souvent évoquer la nature sauvage, la biodiversité. Je trouve ça très important. Mais on parle très rarement du fait de la difficulté pour ces femmes d'aller chercher l'eau quand il n'y en a plus, des combustibles polluants qu'elles utilisent dans leur cuisine, etc., etc. Donc moi, ce que je dis là, et c'est notre conclusion avec Sandra, c'est que en fait, à partir de maintenant, que cette crise du Covid nous serve à quelque chose, à partir de maintenant, il faut considérer que tant que les femmes ne sont pas réellement présentes dans l'univers politique, dans l'univers de l'expertise, dans l'univers médiatique, eh bien, en fait, leur voix est oubliée et donc leur sort est oublié. Et donc, à chaque fois qu'on n'aura pas cette présence à la hauteur qu'il faut partir du principe que leur situation continuera à se dégrader. Et si elles entraient en force progressivement dans toute une série de secteurs décisifs de l'action sociale, publique, est-ce que cette société du care que vous appelez de vos voeux, alors il faut expliquer un petit peu le care, pourrait se mettre en œuvre, c'est-à-dire le lien, le soin, mais qui n'est pas dévalorisé, c'est-à-dire faire en sorte que prendre soin de l'autre et des plus vulnérables devienne une valeur en soi. Oui, alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de care et pourquoi on n'utilise pas un mot français ? Parce qu'en fait, il n'existe pas en français, désolé, de mots qui disent pas simplement le soin au sens de soigner un patient, mais aussi l'attention à l'autre, le souci d'eux. Voilà. En fait, le contraire de care, en anglais, c'est carelessness, qu'on peut traduire en français par la négligence. Donc en fait, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est une société dans laquelle on cesse de négliger toute une série de missions dont pourtant notre société a besoin pour vivre, celles qui assurent la continuité de notre vie sociale. En effet, s'occuper des enfants, prendre soin des personnes âgées, voilà, c'est essentiel. C'est pas des choses à reléguer à des personnes qu'on sous-paye ou à la femme du ménage. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, cesser de négliger des gens, des individus, les gens qu'on rejette à la périphérie, les gens dont on n'écoute pas la voix, dont le politique n'écoute pas la voix, ne prend pas en considération les priorités. C'est aussi ça contre quoi une éthique du care veut lutter. Quand on vous écoute, Najat Vallaud-Belkacem, cette éthique du care, on se dit que vous avez une vision. Et quand on a une vision, on se dit qu'on a envie forcément de la faire partager et de la construire. Ça vous manque pas la politique, franchement ? Mais à vrai dire, j'ai pas l'impression d'avoir cessé de faire de la politique. C'est intéressant ce malentendu qu'il y a parfois quand on me pose cette question, parce que je pense que je suis comme j'espère, des millions de Français, sans doute plus, qui ont un avis, qui sont engagés, qui souhaitent voir le monde ou la société changer et qui le font pas forcément à travers un mandat électif. Le suffrage, c'est fini ? Non, on murmure que peut-être les régionales, puisque c'est la prochaine échéance, est-ce que vous confrontez à Laurent Wauquiez en Rhône-Alpes ? C'est quelque chose auquel vous pensez ? Je pense que quand on a des convictions, et j'en ai des très fortes, quand on a des convictions, il est naturel d'avoir vocation un jour à exercer des responsabilités, à tenter de le faire, tout du moins, puisque ça passe par un vote. Donc non, c'est pas fini, bien entendu. Non, c'est pas fini. Les régionales à Lyon ? Bien entendu. Nous verrons, la réflexion est en cours. Moi, ce que je crois pour ces élections régionales, c'est qu'elles sont essentielles, vraiment essentielles. Essentielles pour les territoires en question, évidemment. Essentielles aussi pour ce que ça dit de la capacité, notamment de cette formation de gauche à laquelle j'appartiens au sens large, de porter un projet crédible auprès des Français pour dans un an aussi. Donc je pense que c'est très important. Pour dans un an et pour dans un peu moins de 2 ans, pour 2022. Est-ce que vous avez forcément vu cette une de Libération ? Je suis sûre que vous l'avez vue. Une femme pour sauver la gauche. On va la voir, cette une. Il y a Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Clémentine Autain, Delphine Batho, Manon Aubry. Ils vous ont oublié ?
Mais je n'ai pas de mandat électif, vous venez de le rappeler. Pour 2022, pour sauver la gauche, Najat Vallaud-Belkacem. En fait, cette couverture m'a mise mal à l'aise, pour être franche. Pour quelle raison? Je crois que c'est la formulation « une femme ». Je pense que en réalité, il y en a de multiples. C'est bien ce qu'on voit là, et que s'il faut aller chercher une femme, c'est pas au nom du fait que c'est une femme, au nom du fait qu'elle serait l'exception qui confirme la règle, qu'il faut aller la chercher. Je pense que le journal a voulu bien faire, qu'il a voulu d'une certaine façon s'inscrire dans un monde où justement on ne regarde pas ces questions de genre et on reconnaît la compétence des uns et des autres simplement. Mais une femme présidente en France quand même, ce serait une bonne nouvelle. Mais il faut aller plus loin. Je pense que en fait, la couverture idéale aurait été une couverture qui mêlait des hommes et des femmes à gauche et laisser le choix en effet aux militants ou aux sympathisants. Et avec votre photographie ou pas? Qui peut écrire l'avenir? Honnêtement, à ce stade, moi, ce que je crois, c'est qu'on ne se relève pas encore d'une crise qui a été difficile, qui sera très douloureuse sur un plan économique, parce que c'est aussi de cela que l'on parle dans ce livre, et que nous devons repenser nos modes, nos modus vivendi démocratiques. Je pense vraiment que la démocratie est en souffrance aujourd'hui. Je pense que la gestion de crise a montré un État en réalité très faible et qui, plus il était faible et plus il tenait un discours autoritaire. Et que c'est pas comme ça qu'on s'adresse à des citoyens à un moment où de si grands défis, en particulier le changement climatique, nous attendent, sur lesquels il va falloir qu'on embarque tout le monde. C'est dit. Je voudrais vous faire réagir pour terminer à ce débat. Ce débat qui, je vous l'accorde, n'est absolument pas nouveau. Il revient ces jours-ci à l'Assemblée nationale. Faut-il abaisser l'âge du vote à 16 ans? Alors c'est une petite enquête qu'a menée Thomas Després dans sa chronique aujourd'hui, puisque cette proposition de loi revient à l'Assemblée nationale. Sera-t-elle votée, Thomas, oui ou non? Oui, exactement, Myriam. C'est un sujet qui revient souvent ici à l'Assemblée et qui a beaucoup fait réagir les députés. Je vous raconte tout ça. Alors c'est ce qu'on appelle un serpent de mer en politique, un sujet qui revient depuis des décennies. Faut-il accorder le droit de vote à 16 ans, notamment pour endiguer la faible participation chez les jeunes? C'est en tout cas la proposition que font les députés du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Mais pourquoi cette fois-ci ils y croient? La proposition sera débattue cette semaine à l'Assemblée. Nous on a rencontré la coprésidente du groupe, c'est elle qui a déposé la proposition de loi. Et cette députée, c'est vous. Bonjour Paola Forteza. Bonjour. Le droit de vote à 16 ans, c'est un sujet qui revient tous les ans, tous les 2 ans. Pourquoi cette fois-ci, ce serait le bon moment? Parce qu'on voit aujourd'hui, on dit beaucoup que la jeunesse est dépolitisée. Ce n'est pas du tout vrai. On les voit de plus en plus mobilisés dans la rue, sur les réseaux sociaux, sur des combats qui leur sont propres. L'environnement, le féminisme, les vêtements au lycée. Ils nous mettent face à nos responsabilités. Et donc, il faut leur faire confiance, il faut les écouter et il faut envoyer un message. Mais est-ce que quand on a 16 ans, on est suffisamment mûr pour pouvoir voter, choisir le président de la République, par exemple? Alors ça, c'est déjà une idée qu'il faut combattre. C'est-à-dire que le vote n'est pas l'expression d'une capacité. Il n'y a pas de personne plus intelligente que les autres. Ma grand-mère, le vote de ma grand-mère a exactement la même valeur que le vote d'un jeune de 16 ans, que le vôtre, que le mien. Le vote, c'est l'expression d'une volonté, d'une légitimité, d'un droit, et pas d'une capacité, d'une intelligence, etc. Alors le président de la République s'est déjà exprimé sur ce sujet. Il avait été interrogé par le youtubeur Hugo Travers. C'était en 2019, écoutez. Pour ou contre le droit de vote à 16 ans? Est-ce que vous y êtes favorable? Je ne suis pas opposé. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous renvoyer la balle. On ne peut pas dire, on a les 3/4 des jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont pas allés voter il y a 5 ans et me dire mettez la majorité à 16 ans. Le président n'est donc pas complètement contre, mais pour le moment, le sujet est entre les mains des députés. Qu'en pense-t-il? Vous allez voir, ils sont plutôt divisés sur la question. À 16 ans, quand même, on est capable, on doit pouvoir voter. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. Oui, moi, il me semble que c'est une idée intéressante. Si on veut que les jeunes puissent davantage participer à notre vie politique. Je ne suis pas sûr qu'en abaissant de 18 à 16 ans, on améliore les niveaux d'abstention chez les jeunes. S'il n'y a que le droit de vote à 16 ans, alors c'est du sparadrap, c'est de la com.
c'est du bluff. Quand on regarde après les autres pays en Europe, on est tous quand même câblés sur cet âge-là, à 18 ans. C'est bien que derrière, il y avait une raison. Ce qui était valable pour les gens de 18 ans sous Giscard devient aujourd'hui valable pour les gens de 16 ans. Voilà. Je pense que ça mériterait une réflexion et c'est un sujet que je trouve être un beau sujet de réflexion pour les élections présidentielles. Si vous aviez dû voter, vous, à 16 ans, vous auriez voté pour qui à l'époque? J'aurais voté à droite. Le jeune Stéphane Travert, à 16 ans, il était engagé dans le mouvement des jeunesses socialistes. À 16 ans, Pierre-Yves Bournazel, il aurait voté pour qui? Jacques Chirac. Je pense qu'à 16 ans, j'aurais voté communiste. J'avais 16 ans, donc j'étais en 86, j'aurais voté pour Mitterrand. Voilà Myriam, bon, le droit de vote à 16 ans, on n'y est pas encore. La proposition sera débattue en commission jeudi, puis dans l'hémicycle, ça sera le 8 octobre. Alors c'était évidemment à l'ancienne ministre de la Jeunesse que je vais m'adresser. Bonne ou mauvaise idée le vote à 16 ans? Bonne idée, non, mais moi je soutiens absolument. Je pense que, vraiment, il faut être déphasé, totalement déphasé, pour ne pas voir ce qui se passe dans notre société. Les jeunes de cet âge-là ont un engagement qui est absolument inédit. C'est la génération climat qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ils sont capables de décider? En fait, pour l'instant, ils ont une forme d'engagement qui se traduit par de l'activisme, pétitionnaire, manifestation, etc. Et il nous faut, nous les adultes, les convaincre que c'est par la politique que ça passe. En vérité, nous, on sait que c'est par la politique que ça passe. Eux en ont pas forcément encore conscience. La bonne façon de le faire, c'est notamment de leur permettre, avec leur énergie transformatrice qu'ils ont à cet âge-là, précisément entre 16 et 18 ans, parce qu'après, on commence déjà à s'installer un peu. Il faut leur permettre... Allez, plus une voix, Najat Vallaud-Belkacem, pour le vote à 16 ans. On va aborder pour terminer un sujet qui cristallise souvent émotion et parfois idéologie, il faut bien le dire, les mineurs isolés étrangers. À nouveau à la une, après l'attentat de vendredi dernier, tout de suite c'est le face-à-face. Un face-à-face qui oppose ce soir Hélène Soupios-David. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de France Terre d'Asile et face à vous Thibault Bazin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains de Meurthe-et-Moselle, membre du groupe d'études sur les mineurs isolés étrangers. Avant de vous donner la parole, les clés pour comprendre ces complexes, c'est signé Ahmed Tazia. On les appelle les mineurs isolés étrangers, de jeunes migrants qui arrivent en France sans parents. Combien sont-ils? Ils sont en fait de plus en plus nombreux à être pris en charge par les conseils départementaux. Selon un rapport parlementaire, en 2016, ils étaient plus de 8 000. Et selon les derniers chiffres, en 2019, ils étaient un peu plus de 16 000. Ils arrivent du Maghreb, tout proche, de nombreux pays d'Afrique noire, mais aussi d'Afghanistan ou du Pakistan. Des immigrés qui affirment être mineurs à leur arrivée. Comment vérifier qu'ils ont bien moins de 18 ans? Les départements ou les associations désignées par eux, comme la Croix-Rouge à Paris, ont pour mission de vérifier l'âge de ces jeunes étrangers. Une évaluation faite sur la base des déclarations du demandeur, de ses papiers d'identité s'il en a, et d'un questionnaire sur son parcours de vie. Selon un rapport parlementaire, plus de la moitié des demandeurs ne sont pas reconnus mineurs à l'issue de cette évaluation. Le département peut également demander un examen d'âge physiologique, le fameux examen osseux. Problème, peu de mineurs et de médecins l'acceptent. De plus, l'outil paraît obsolète et présenterait une incertitude de 18 mois dans le résultat. Si leur minorité est validée, les mineurs sont ensuite remis aux mains de l'aide sociale à l'enfance. Et après leurs 18 ans, que deviennent-ils? Les chanceux intègrent un contrat de jeune majeur qui permet l'accompagnement social jusqu'à 21 ans. Les autres basculent dans le droit commun des étrangers, plus d'aide sociale. C'était le cas de l'assaillant présumé pakistanais. Alors justement, parlons de ce cas précis, ce jeune Pakistanais qui est passé à l'acte vendredi dernier et qui a manifestement menti sur son âge. Thibault Bazin, votre famille politique depuis quelques jours, elle explique que s'il avait été vérifié, s'il n'était pas passé entre les mailles du filet pour le dire simplement, si on avait su qu'il était majeur et non pas mineur quand il est arrivé sur le sol français, eh bien on n'en serait pas là. Est-ce que vous partagez ça ou c'est pas un peu simpliste ? Il y a un problème des mineurs non accompagnés qui, dans leur nombre, ont cru de manière exponentielle, puisqu'on était à 4000 en 2010. L'Association des départements de France évoque le chiffre de 40 000 aujourd'hui, avec des conséquences financières, humaines, pour les services de l'aide sociale à l'enfance, que vous connaissez bien, hein. Mais ça les met en tension.
dans leur quotidien. Et on a un problème sur cette phase d'évaluation de la minorité qui aujourd'hui relève des conseils départementaux. Mais ils n'en ont pas les moyens. C'est difficile, c'est coûteux, c'est des procédures extrêmement complexes. Mais vous ne me répondez pas sur le cas d'espèce. Quand vous entendez vos collègues de droite dire, en gros, il y a une grande hypocrisie sur les mineurs étrangers isolés, celui-là, il a menti, et oui, parce que quand vous vous retrouvez, il est passé à l'acte. Quand vous vous retrouvez face à un mineur qui ne l'était pas, 18 ans, en fait, il en a 25. On voit bien que 25 ans, c'est quand même pas rien. On aurait fait un test radiologique osseux, comme c'est possible. On aurait pu démontrer qu'il ne l'était pas. Auquel cas, on aurait pu, j'allais dire, mener toutes les procédures pour le renvoyer dans son pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour France Terre d'Asile? On arrive tout de suite à cette question du test osseux, c'est-à-dire que, pour bien comprendre, ce sont les départements qui évalue l'âge de ce jeune quand il arrive sur le territoire. Qu'est-ce qui se passe en général? Comment ça fonctionne concrètement? Et vous nous direz si ces tests osseux sont efficaces. Alors déjà, je voudrais juste revenir sur ce chiffre de 40 000 qu'on entend partout. C'est un chiffre qui n'est pas vraiment étayé par une statistique officielle. On trouve que l'Assemblée des départements de France, le ministère de la Justice, dont dépendent les mineurs isolés étrangers, a recensé moins de 17 000 mineurs l'année dernière, enregistrés. Et c'est même en baisse par rapport à l'année dernière. Donc on n'est pas dans une croissance exponentielle. C'est une goutte d'eau par rapport au nombre de mineurs qui sont enregistrés à l'aide sociale à l'enfance, qui est de 320 000. Donc pour vous, il n'y a pas du tout de laxisme de certains départements qui donneraient trop facilement ce statut de mineur isolé. On est sur des chiffres très petits. Sur l'évaluation de l'âge, c'est une procédure complexe qui débouche toujours sur une décision judiciaire. Donc ce n'est pas seulement à l'appréciation d'une association ou d'un département. Alors au départ, si, c'est le département qui évalue, non? Donc la première étape, c'est de la responsabilité des départements, qui peuvent soit faire une évaluation dite sociale, c'est un entretien avec beaucoup d'éléments qui sont pris en compte, et ensuite... Avec, j'imagine, des documents qu'on présente pour justifier de son âge. Il y a des faisceaux d'indices pour essayer d'évaluer. Il y a une évaluation des documents qui sont donnés avec une vérification de la fraude documentaire potentielle. Et enfin, il est possible de faire des tests d'âge osseux. Ces tests, et là, c'est le juge. C'est le juge. Qui sont à la demande du juge. Et ces tests qui sont présentés comme la panacée ou la réponse magique, il faut savoir qu'ils sont basés sur un référentiel des années 1930, sur une population dite caucasienne, et que le minimum d'erreur est de 18 mois à 2 ans, sachant que la majorité des jeunes qui arrivent chez nous, ils ont entre 15 et 18 ans. Oui. Donc c'est totalement inefficace. Les tests osseux, puisque le débat se cristallise là-dessus. Sur les chiffres, on a auditionné l'Association des départements de France. Quand le directeur général nous évoque des chiffres, c'est des chiffres sérieux. D'ailleurs, on le constate dans les départements. On a eu une multiplication du nombre. Je prends en Meurthe-et-Moselle. C'est pas moi qui le dis. Le président socialiste évoquait une multiplication par 4 entre 2015 et 2017. C'est des chiffres très concrets. Sur les chiffres, vous n'êtes pas d'accord. Sur l'évaluation de l'âge. Sur l'évaluation de l'âge, il y a plusieurs éléments. Notamment, en 2019, il y a eu un décret qui prévoit que les conseils départementaux peuvent amener les jeunes à la préfecture et qui a eu la constitution d'un fichier biométrique. Or, on a 3 départements encore qui sont récalcitrants à ce dispositif, et c'est pas normal. Paris, la Seine-Saint-Denis et la Meurthe-et-Moselle. Et on le voit bien, quand on est débouté dans un département, on ne doit pas pouvoir aller dans un autre. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a certains départements laxistes, d'autres qui sont moins laxistes, si je peux utiliser ce terme. Et plus le département est laxiste, plus la filière est intéressée. Et on voit bien, aujourd'hui, pour faire passer un mineur, ça coûte à peu près à la famille et aux amis dans les territoires d'origine jusqu'à 15 000 €. Alors que pour un adulte, c'est 7 000 €. Donc il y aurait un problème, selon vous, sur l'évaluation par le département. Sur les tests osseux. Il faudrait que l'État s'en occupe. Il faudrait que l'État s'en occupe. Vous seriez d'accord? C'est une affaire régalienne pour moi. Alors, de façon à ce que ce soit une seule et même institution administrative qui évalue l'âge des mineurs quand ils arrivent et qu'ils demandent cette protection, ce statut qui protège. L'État peut piloter, peut aider financièrement. La protection de l'enfance reste un système particulier qui dépend des départements. Donc nous, ce sont des enfants avant d'être des migrants. Et donc c'est important que ça reste la compétence des départements au final. Ces jeunes, quand ils sont qualifiés, si je peux dire,
de mineurs isolés vont ensuite être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils vont être scolarisés, ils vont être hébergés, pour bien comprendre. On voit bien qu'ils ne sont pas tous mineurs. C'est d'ailleurs le cas que vous preniez en introduction. Quelqu'un qui a 25 ans, mais il n'en a pas 18. Et donc, en réalité, on voit bien, quand on discute un peu avec les services, jusqu'à 3/4 des demandeurs qui viennent pour bénéficier du dispositif qui fait l'honneur de la France. Accueillir des mineurs, on n'accompagne pas un mineur comme un majeur. Et c'est très bien qu'on accueille les mineurs dignement. D'ailleurs, il faut qu'on ait les conditions aussi et que l'État assume financièrement cette prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte 2 milliards et l'État n'en assume que la moitié. Vous n'êtes pas d'accord sur, en gros, celui qui doit évaluer au premier ressort entre les départements pour l'enfance ou sur la méthode de l'État. Mais sur les tests, il n'y a pas vraiment de recette magique pour être sûr de l'âge d'un jeune quand il arrive. 2 ans de marge d'erreur, c'est énorme. Quand vous discutez avec les radiologues, on peut peut-être faire évoluer les référentiels, mais très clairement, ils ont un certain nombre d'indices qui établissent très clairement s'il est mineur ou pas. Après, on peut en débattre longtemps sur les tests radiologiques osseux, mais vu ce qu'on vient de vivre, vu cet appel d'air qui est créé, puisque quand même, imaginez, 4 000 il y a 10 ans, 40 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, le message qui est passé, c'est envoyer des jeunes en disant qu'ils sont mineurs, et quand ils auront 18 ans, on aura des facilités pour pouvoir obtenir une carte de séjour. Or, nous, il faut qu'on puisse bien accueillir les vrais mineurs qu'on doit protéger. Justement. Le problème de l'accueil, vous avez vu la une du Parisien aujourd'hui, au fond, le vrai sujet, c'est pas justement ces réseaux, on le voit à la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement, derrière, qui instrumentalisent des jeunes, qui deviennent délinquants, qui sont toxicomanes, qu'on rémunère, et là je parle de réseaux, notamment au Maghreb, par des médicaments qui sont des drogues. Est-ce que c'est pas ça le vrai sujet des mineurs isolés ? Juste pour terminer sur ce référentiel, c'est pas moi ou France Terre d'Asile qui dit qu'il ne marche pas. L'Académie de médecine dit qu'il ne... Là, vous revenez sur les tests osseux. Oui, sur les tests osseux. J'ai compris. Qui n'est pas... et effectivement, on est quand même sur des populations extrêmement vulnérables. On parle à grande majorité des personnes reconnues mineures d'adolescents. Enfin, vous voyez ce que c'est, un adolescent, sans leurs parents, sans attache. C'est des personnes qui ont un parcours migratoire difficile, souvent avec des traumatismes qui sont vous reconnaissez qu'il y a un réseau il peut y avoir des réseaux de jeunes mineurs isolés, souvent violents, très violents dans la délinquance. C'est le reportage de ce matin dans le Parisien. Il y a des réseaux qui vont profiter de cette vulnérabilité, de l'isolement de ces jeunes. Donc la réponse, c'est pas de dire on va faire des tests plus difficiles, plus stricts et mettre encore plus de jeunes à la rue. C'est au contraire de les aider, de les prendre en charge, de les accompagner. Et c'est pas en déclarant plus de mineurs majeurs qu'on va mettre fin à des problèmes de délinquance ou à ce qui s'est passé. Sujet extrêmement sensible. Je voudrais arbitrer ce débat. Allez-y. Mais j'aimerais laisser le mot de la main à Najat Vallaud. De contraint, mais Thibaut Bazin, vous avez la parole. Non, c'est très important ce sujet-là parce qu'il n'y a pas que les tests osseux. Il y a le fichier biométrique, un certain nombre d'éléments. Et il y a une question de moyens aussi pour pouvoir prendre en charge ces éléments. Mais les trafics d'êtres humains, on ne peut que les lutter. Enfin, je veux dire, moi, j'attends de vous aussi. Si on veut faire vivre le droit d'asile, qui est l'honneur de notre pays, on doit aussi lutter contre ceux qui se font de l'argent là-dessus. Et ces trafics d'êtres humains, il faut absolument les combattre et mettre un arsenal dissuasif. Là, on a un dispositif plutôt incitatif. Mais vous allez vous retrouver là-dessus. Un mot. Ce sujet, il va forcément être dans la campagne présidentielle. On entend déjà les voix politiques s'élever dans les deux camps. On peut avoir un débat apaisé sur les mineurs isolés étrangers. En fait, ce qui est frappant, et vous êtes vous-même observatrice du débat politique depuis quelques années, et vous le savez, c'est à quel point c'est un marronnier qui revient extrêmement régulièrement et posé à chaque fois de la même façon, avec un manque d'imagination cruel. Les tests osseux, on en a déjà parlé, vous vous en souvenez. D'ailleurs, il y avait déjà les mêmes réserves en effet de l'Académie de médecine, le manque de fiabilité, etc. Mais on le remet quand même sur le tapis. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il me semble qu'on ne se pose pas la bonne question. Le sujet, c'est pas tant est-ce que tel jeune homme en question a 16 ans ou a 19 ans, que à partir du moment où il a été accueilli en France,
comment est-ce qu'on l'a intégré, comment est-ce qu'on l'a protégé, y compris de lui-même, et comment on l'a protégé des réseaux. Parce que c'est vrai que ces réseaux existent, et c'est vrai qu'il nous faut lutter contre. Et c'est en ça que je refuse de laisser dire que la gauche ne serait pas attachée à la notion de sécurité. Moi, je suis très attachée à la notion de sécurité. Et je pense qu'il faut lutter très fermement contre les réseaux de traite des êtres humains, et que ces jeunes gens sont des victimes de ces réseaux. Oh, merci, le temps presse, il est presque 20h30, l'heure pour moi de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, d'être venue sur ce plateau et vous être prêtée à ce jeu du commentaire sur différents sujets. Je rappelle le titre de votre livre avec la philosophe Sandra Laugier, La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise. Merci à tous les deux et à demain.